Bonjour à tous, merci d'être venus sur cette première conférence de la deuxième journée du CIDO. Je commence par me présenter, Pierre-Damien Berger du pôle de compétitivité minologique basé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes un pôle de compétitivité effectivement qui accompagne les sociétés dans leur digitalisation. On a plus de 470 adhérents et on a tout type d'entreprises qui viennent effectivement innover, faire connaissance avec des pairs, contacter des personnes pour leur fournir des solutions ou pour offrir ces solutions. Donc nous sommes ravis de vous accueillir. Et sur cette première conférence de la journée, donc, qui porte sur la 5G pour l'IoT critique et massif, donc j'ai le plaisir d'avoir Guillaume Vivier, CTO de Séquence, Pierre Reynaldo, manager de chez Weston. Dans l'ordre de la table ronde, donc Éric Mercier, responsable thématique connectivité au CEA-Leti, et puis Stéphane Desruettes, directeur commercial de Obginous. Donc, le sujet aujourd'hui, vous le connaissez, puisque si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé effectivement par cette évolution. On connaît bien l'IoT, on a tous probablement expérimenté des solutions d'IoT. Maintenant, on va passer à l'étape d'après et on va vous expliquer dans cette table ronde effectivement ce qu'est déjà la 5G et comment elle se combine avec l'IoT. Et puis les enjeux, les exemples, les points critiques et aussi les succès. Donc je vais laisser la parole aux personnes pour qu'elles se présentent dans un premier temps et je précise que deux choses. La conférence est retransmise sur un streaming, donc les personnes qui nous écoutent ont la possibilité, comme vous allez la voir ici en présentiel, de poser des questions. Donc j'essayerai de suivre les questions si elles arrivent sur l'application Pulse. Et puis vous aurez l'occasion de poser des questions également dans la salle. Un micro circulera, un micro qui sera désinfecté à chaque intervention. Et donc vous aurez la possibilité de poser vos questions quasiment au fil de l'eau dans cette conférence. N'hésitez pas à lever la main. Je vous proposerai aussi de prendre la parole. Voilà. Je commence par au moins une mini-introduction, chacun d'entre vous. Guillaume. Merci Pierre-Damien. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Guillaume Vivier, je suis CTO de Séquence Communication. Donc, Séquence Communication, c'est une vieille PME française et nous fabriquons des composants pour offrir la connectivité 4G, 5G pour les objets connectés. Donc, pour faire vraiment très court, pour présenter la société, nous sommes une sorte de petit Qualcomm, ou en tout cas de Qualcomm français ou européen. Et voilà, et je pense que j'aurai l'occasion de discuter un peu plus des problématiques de la connexion des objets en 5G ou en 4G d'ailleurs au cours de cette table ronde. Merci. Pierre. Bonjour à tous, Pierre Reynaldo, du coup manager au sein du cabinet Wavestone. J'interviens en fait sur des projets historiquement télécom depuis une vingtaine d'années et je porte plus récemment l'offre 5G pour nos clients avec finalement trois compétences, des expertises technologiques sur la 5G mais aussi sur d'autres technologies nécessaires pour débloquer les cas d'usage, des compétences sur l'aspect sectoriel pour répondre aux différents verticaux et aussi finalement des méthodologies en termes d'idéation, en termes d'open innovation et en termes d'expérimentation agile pour finalement tirer parti et inventer les nouveaux cas d'usage et tirer tout le retour d'expérience qu'on peut avoir lorsqu'on essaye de mettre en pratique ces cas d'usage. Merci. Éric. Bonjour à tous, Éric Mercier du CEA-Leti. Donc, je suis adjoint chef de service télécom, transmission sans fil, et plus particulièrement en charge de la valorisation de nos développements. Donc, ce service, c'est l'étude, la réalisation, le développement au travers de 4 laboratoires différents, de systèmes antennaires, de composants, de protocoles haut débit, bas débit, pour les télécoms d'une façon générale, avec des activités connexes de type radar, par exemple, qui permettent donc d'aller vers des nouvelles solutions. Donc c'est un peu plus d'une centaine de personnes qui profitent également des développements technologiques du Leti, qui sont le cœur de nos travaux. Et donc un peu plus de 100 personnes pour développer, déployer et inventer des nouvelles modalités de communication pour l'IoT, pour le très haut débit, pour les communications d'une façon générale. La partie R&D amont de cette table ronde.
Stéphane? Bonjour à tous, donc, je m'appelle Stéphane Deruette, je suis directeur commercial de Objet News. Donc, Objet News, c'est la business unit Internet des objets de Bouygues Telecom. Ça fait à peu près 10 ans que je travaille chez Bouygues Telecom dans l'Internet des objets, justement, dans une division machine to machine. Et, voilà. Et j'ai plus d'une vingtaine d'années d'expérience sur ce marché, parce que je travaillais avant chez un module maker français. Donc voilà, je connais assez bien ce monde de l'IoT. Voilà. Très bien, merci à vous quatre. Écoutez, on a séparé un petit peu on a créé des séquences dans cette table ronde. Je vais proposer aux quatre intervenants de nous introduire cette notion de 5G. Et on va commencer par Pierre, qui va nous expliquer un petit peu le positionnement de cette 5G dans l'univers, j'allais dire, actuel. Donc à toi. Effectivement. Donc on est au SIDO, je pense qu'on connaît bien ce que c'est que l'Internet des objets. La 5G va amener finalement une nouvelle génération d'Internet des objets. On va passer finalement l'étape où on était plutôt sur finalement de la remontée de données à une étape où l'Internet des objets, grâce à la 5G, va devenir massif d'une part et critique d'autre part. Quand on dit massif, finalement, ça va être connecté à un nombre d'objets très important qui se développe. On le voit au travers des différents stands qu'il peut y avoir en dessous. Des objets en fait, qui sont présents dans les villes, dans les ports, dans les aéroports, les gares, sur les routes. Tout ça fait de plus en plus d'objets à connecter et effectivement un défi, un enjeu autour de la radio et de la nouvelle radio qu'apporte la 5G. Mais aussi finalement un Internet des objets qui va devenir critique, car il va permettre finalement de supporter des objets, des systèmes plus généralement, qui ont une vocation beaucoup plus critique. On parle de systèmes de contrôle de la sûreté, sûreté des personnes, aussi de systèmes de contrôle de production. On parle également en fait, de tout ce qui est contrôle et pilotage de services d'importance vitale ou d'importance essentielle, comme il y a pas mal d'opérateurs d'importance vitale et essentielle qui doivent assurer ces services et qui aimeraient bien utiliser ces technologies. Et puis aussi dans le domaine du transport, par exemple, on parle de services liés à la gestion du trafic, trafic ferroviaire, trafic routier. Pourquoi pas demain le trafic des drones également, en fait. Tout ça effectivement relève d'un besoin de criticité et d'un besoin de performance qui va au-delà en fait, des technologies qu'on avait précédemment. Très bien, merci. Un beau balayage, j'allais dire, des différents marchés et applications qu'on pressent. Peut-être un petit peu plus côté Objet News, des cas concrets sur des cas d'usage que vous avez expérimentés ou que vous avez développés. Alors oui, effectivement, Objet News, nous, on accompagne effectivement nos clients dans l'intégration de technologies cellulaires de différentes, on va dire, opérées par l'opérateur. Donc c'est les technologies 2G, 3G, 4G qu'on connaît, effectivement. Donc en accompagnant nos clients sur, je dirais, l'établissement de leur business model, leur nouveau service, effectivement, on commence à réfléchir avec eux à l'introduction de la 5G. Aujourd'hui, on pense effectivement clairement au constructeur automobile avec le véhicule autonome qui va intégrer de la connectivité. Il y a déjà des expérimentations en cours avec justement quand on a fait des expérimentations au niveau du lancement du réseau de la 5G chez Bouygues Telecom. On a expérimenté le fait de piloter un véhicule à distance par le biais du réseau 5G, ce que ne peut pas faire, on va dire, complètement le réseau 4G. Donc ça, c'est des cas clairs sur lesquels on accompagne notamment les constructeurs pour effectivement commencer à intégrer avec eux, trouver des business models sur l'intégration de la 5G. On travaille également aussi avec tous les industriels qui voient dans la 5G le fait de piloter l'ensemble de leurs objets, l'ensemble de leurs usines, pour effectivement avoir un ROI, je dirais, trouver des économies d'échelle dans la gestion de leurs process internes. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que la 5G va permettre de révolutionner ces usages. Aujourd'hui, on les accompagne déjà avec des technologies existantes. Aujourd'hui, nous, on a le réseau LoRa, on a des réseaux opérés 2G ou 4G. Ces clients-là n'attendent pas la 5G, mais bon, on sent que
La 5G va être vraiment une révolution dans leurs usages et ça va leur permettre de créer des services complètement nouveaux par rapport à leur process et de tirer des économies vraiment d'échelle extrêmement importantes. Donc c'est vraiment sur l'ensemble de ces use cases et je rejoins un peu Pierre, il y a vraiment toutes les industries qui recherchent effectivement à intégrer, qui pensent, qui étudient l'intégration de la 5G dans leur process. Très bien. Une précision sur les expérimentations sur le véhicule autonome ou piloté. C'est sur des pistes privées pour l'instant ? Oui, pour l'instant, en France, oui. Et c'était vraiment, dans le cadre de l'expérimentation qu'on avait menée avec Bouygues Telecom, c'était vraiment avec, je dirais, une réplique de véhicules. On sait qu'aux États-Unis, il y a des véhicules qui sont complètement autonomes. Alors, qui ont la connectivité ou pas, ça, c'est pas forcément une obligation. Mais effectivement, en France, c'est pas encore possible, mais on mène des expérimentations dans le domaine de l'industrie, dans le domaine médical. Il y a aujourd'hui beaucoup d'expérimentations qui sont menées avec nos clients ou partenaires sur ces sujets. Très bien. Toutes ces expérimentations, elles ne pourraient pas exister sans les composants. Guillaume, le rôle des composants et le positionnement de tout ça et le marché. Alors, effectivement, les composants, c'est un peu vital, c'est très important, parce que sans composants, on ne pourrait rien faire. Et je pense que tout le monde est au courant aujourd'hui, par exemple, des problèmes de délai pour s'approvisionner en composants. Ça fait la une, par exemple, dans l'industrie automobile, mais dans toutes les industries, aujourd'hui, on souffre de cette surdemande, on va dire, et ce manque de capacité de production. Donc, c'est aussi ça nous a permis de nous rendre compte de la dépendance qu'avaient les grandes régions du monde, les États-Unis, l'Europe, l'Asie, les uns envers les autres. Et aujourd'hui, on a une grosse dépendance envers l'Asie, qui est le centre de fabrication de tous les composants. Et il y a une volonté de rapatrier finalement ces capacités de production en Europe, par exemple. Installer une usine de production de semi-conducteurs dans un pays, c'est des investissements tellement importants qu'un pays tout seul a du mal à les supporter. Donc, pour l'Europe, en fait, il y a une volonté européenne de rapatrier ces capacités-là. Au-delà des composants, je voudrais juste enfoncer 2-3 portes ouvertes, parce qu'on parle de 5G, on parle d'IoT. Là, on parle d'objets connectés via un réseau cellulaire. Et vous êtes dans la salle des spécialistes, au SIDO, tout le monde est spécialiste de l'IoT, mais lorsqu'on parle avec un peu tout le monde, l'homme de la rue, lorsqu'on parle IoT, la première pensée, c'est la montre connectée ou le thermostat connecté. Et c'est pas de l'IoT au sens cellulaire, parce que c'est de l'IoT connecté avec un réseau, une technologie de connexion de courte distance, du Zigbee, du wireless LAN, du Wi-Fi. Et là, on est vraiment dans l'IoT connecté en 5G, c'est l'IoT connecté avec un réseau cellulaire, et donc avec tous les bénéfices que cela peut apporter. On n'a pas besoin d'avoir son smartphone pour faire relais, on n'a pas besoin d'avoir une gateway à la maison pour faire relais avec le cloud ou avec ce qu'on veut connecter. Donc c'est assez important de faire ce distinguo. Et le deuxième distinguo que je voudrais aussi apporter, c'est que IoT, la plupart du temps, les gens pensent petit objet, avec du petit débit. Alors qu'avec la 4G et avec la 5G, il faut penser objet connecté au sens très large des objets. Là, mes collègues ont mentionné la voiture connectée, c'est quand même un gros objet. On peut mentionner des trains connectés, c'est des objets encore plus gros, des avions connectés, des robots d'usine. Donc il faut avoir à l'esprit que IoT, maintenant, grâce à ces technologies 4G, 5G, c'est n'importe quel type d'objet qui peut être connecté. J'ai un peu débordé sur les composants, mais c'est très bien aussi de repréciser des choses. Alors tous ces marchés, toutes ces expérimentations et tous ces produits et composants ne pourraient pas exister sans la R&D. Donc le positionnement du CEA-Leti là-dedans, Eric ? Oui, un peu plus largement que ce qu'on peut faire nous, mais c'est vrai que, comme le disait Guillaume, la partie composants est importante, et sur la partie souveraineté aussi est fondamentale, parce qu'on le voit là avec la pénurie actuelle. Avoir des usines en Europe, avoir des capacités de fabrication, on va dire, proches, ça peut aider. Heureusement, on a effectivement des faiblesses en France qui peuvent faire des composants intéressants. On a des usines aussi, des fondeurs en Allemagne, en France, qui fournissent des technos intéressantes pour la partie radio. Je pense au 22 FDX de Global Foundries,
les microcontrôleurs de ST Microélectronique, tout ça, c'est fondamental dans l'écosystème de l'IoT tel qu'on l'entend aujourd'hui. Alors c'est vrai que si on revient 20 ans en arrière, on avait quelques sociétés qui se sont positionnées sur les communications, on va dire plutôt courte distance, basse consommation. On a beaucoup évolué depuis. Aujourd'hui, un composant Bluetooth, c'est quelque chose qui est relativement facile à avoir, qui consomme très peu, qui est très efficace, qui offre plein de possibilités. Puis on en a plein autour de nous. Et effectivement, on passe à une étape suivante. Il y a des gens qui se sont positionnés très tôt sur ce domaine. On peut penser à LoRa, on peut penser à Séquence, à d'autres acteurs en France, pour citer les acteurs français. Maintenant, c'est l'étape suivante, c'est-à-dire c'est le cellulaire, effectivement, c'est l'IoT cellulaire. Comment on va créer ces réseaux? Il va falloir des nouveaux composants, des protocoles ajustés. On va amener petit à petit le Mobile Edge Computing aussi. On va faire du traitement très proche de la ressource finale. Tout ne va pas aller dans le cloud immédiatement. Et c'est tout ça qu'il va falloir agencer correctement. Et en fait, la 5G, c'est ça. C'est arriver à construire ce Lego à partir de briques qui sont finalement maintenant assez matures, mais il y a un exercice complexe à faire qui est d'assembler tout ça correctement. Alors effectivement, la 5G, c'est ça. Moi, je vais vous embêter un petit peu plus aujourd'hui parce que toutes les discussions qui tournent autour de la 5G, effectivement, il y a le véhicule connecté qui revient régulièrement, qui est le plus représentatif parce qu'on voit bien les questions de sécurité, les questions d'importance au niveau de la latence, etc. Pierre, en termes de scénario et en termes d'application, est-ce qu'on peut préciser, au-delà de préciser des marchés, préciser peut-être des cas concrets d'usage ? Oui, alors plusieurs cas concrets effectivement qu'on voit naître chez nos clients, des cas en fait plus techniques où là on va aller chercher en fait finalement la faible latence de la 5G, notamment finalement sur tout ce qui est automate industriel, des boucles d'asservissement, des choses qui doivent s'exécuter pour la garantie de la sécurité de la production et des hommes en fait en moins de 20, 30, 40 millisecondes. Qui vont nécessiter et qui nécessitent actuellement en fait d'être connectés via des technologies filaires parce que c'est les seules technologies qu'on disposait jusqu'ici capables d'assurer ce niveau de latence et ce niveau de fiabilité là. Demain, finalement, avec la 5G, on a une nouvelle technologie qui va permettre en fait de rendre ces dispositifs beaucoup plus mobiles. Du coup, quand on en parle finalement avec ces acteurs, au début, ils sont un petit peu sceptiques et ils demandent vraiment à s'assurer de la garantie des performances. Mais ensuite, quand ils voient en fait qu'est-ce que ça pourrait changer dans leur vie, de rendre ces dispositifs complètement mobiles, quand il faut aller déployer un dispositif à 1000, 10 000, 100 000 points en France, en fait, c'est complètement plus simple en fait, si c'est un dispositif cellulaire. Mais aussi, finalement, des applications plutôt sur, au-delà du véhicule connecté, je dirais plutôt les robots, les drones, en fait, avec des cas d'usage sur de l'inspection d'infrastructures, pour aller inspecter des voies ferroviaires, des routes, des lignes électriques, par exemple. Il peut être intéressant d'avoir comme ça un robot ou un drone qui se déplace et qui va montrer la situation en direct, en fait, le défaut qu'il a pu éventuellement observer de manière automatique, mais ensuite en direct le présenter de manière très précise, et on va gagner avec la 5G en capacité et en finesse en fait, et en réactivité. Donc on va pouvoir par exemple passer sur de la 4K, pourquoi pas éventuellement peut-être dans un deuxième temps même envoyer des images lidar en fait en 3D en fait, et ça en continu. Et surtout en réactivité, être capable de éventuellement aller guider quelqu'un pour intervenir et que ce guidage se fasse de manière instantanée, ou pour piloter, si c'est piloter un drone ou un robot, l'instantanéité du pilotage va être clé en fait pour bien se positionner et bien faire ces opérations d'inspection ou de manutention. Et dans la voie de la recherche qu'on trouve complexe, comment on peut décomplexifier, j'allais dire, cette 5G, et quels exemples sont visés ? Alors, la rendre moins complexe, ça va être très difficile. Une des voies qui fait sens, c'est d'apporter des solutions qui soient disponibles et qui soient simples à se procurer, à assembler. Alors, on évoquait juste avant l'IoT classique qui, petit à petit, devient une brique et insérée dans un réseau plus complexe. Aujourd'hui, on commence à regarder de l'IoT assez différent, et on parlait de la latence.
une des voies pour maîtriser la latence, la réduire dans des contextes assez complexes, c'est de monter en fréquence, c'est d'aller vers des bandes de fréquences qui sont plus élevées, des débits plus élevés. Et comme tout ça, ça va plus vite, on va aussi pouvoir avoir des latences plus faibles, plus maîtrisées. Alors aujourd'hui, au LETI, on a démontré la capacité d'un système, on va dire relativement peu complexe, fait avec des composants en technologie CMOS très classique, et puis une antenne relativement classique aussi, avec des matériaux qui ne sont pas du tout des matériaux originaux. On a démontré qu'on pouvait faire du 100 gigabits seconde dans la bande 140 GHz. Alors ça peut paraître un peu futuriste, 100 gigabits pour faire quoi? Mais un des intérêts qu'on peut trouver, c'est d'abord, on monte en fréquence, donc on a des longueurs d'onde qui sont beaucoup plus petites. Ça veut dire des antennes plus petites, et surtout on va pouvoir focaliser l'émission dans une direction très précise. On parle de quelques degrés de précision angulaire. Ça veut dire que si je vais très vite, je vais y passer moins de temps. Ça veut dire que je peux adresser plein de points différents en un temps relativement court. Donc l'idée de monter en fréquence, c'est d'avoir des objets qui sont plus compacts, focaliser les émissions, les réceptions, et puis surtout être capable d'adresser plein d'applications dans un secteur géographique donné, de façon sécurisée, parce que évidemment, moins on propage et plus on garantit la qualité de la communication. Et tout ça à travers des composants qui seront bientôt disponibles sur le marché et qui vont permettre de construire son réseau de façon, on va dire, moins complexe, plus simple, comme on le fait aujourd'hui avec un composant Bluetooth ou un Zigbee ou un LoRa. Très bien, donc ça c'est bien effectivement la réponse à la question du pourquoi. Il y a la question qui se pose du quand, et c'est là-dessus où Stéphane et Guillaume, Stéphane et Pierre, je vais vous interroger, mais j'en prends pour preuve la question de Pascal Carminati qui dit « On évoque l'IoT massif avec la technologie 5G, pour autant le facteur limitant à cette massification technologique et du marché ne sera-t-il pas la couverture déployée par les opérateurs ? Chaque opérateur devra avoir déployé 8000 sites 5G, dont 2000 en zone peu dense, etc., en 2024. On parle de ce timing-là? On est dans cette... Oui, clairement. Enfin, c'est aujourd'hui, juste pour faire un petit récap de l'histoire, on a eu l'attribution des fréquences, donc 3,5 GHz, en novembre de l'année dernière par l'État. Donc ça a été, on va dire, le point de départ pour nous, opérateurs, du déploiement de la 5G. Et comme vous le savez, la 5G, effectivement, l'IoT critique et massif ne va pas arriver tout de suite. Effectivement, le timing de 2023-2024, il y a des choses qui sont encore en cours de standardisation. Et donc, nous, opérateurs, on suit un peu cette tendance avec, effectivement, deux critères. C'est le fait d'avoir les fréquences qui soient disponibles. On les a depuis novembre 2020. Et je dirais la prochaine salve de fréquences qui seront disponibles, donc les fréquences millimétriques, elles seront remises aux enchères par l'État un petit peu plus tard. Donc en fait, en termes de déploiement pour nous, aujourd'hui on est en train de déployer la 5G et donc de faire en sorte que, effectivement, de commencer à déployer un certain nombre d'antennes qui vont être capables d'apporter du débit, beaucoup plus de débit, environ 10 fois plus aujourd'hui que la 4G. Ça, c'est une première étape. La seconde étape, qui est aux environs de 2022-2023, on va rénover complètement notre cœur de réseau, qui est vraiment le cœur de notre activité en tant qu'opérateur, où effectivement on parlait de edge computing, de slicing. Là, effectivement, le cœur de réseau va être complètement rénové pour être effectivement déployé sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est extrêmement important pour bénéficier des temps de latence sur lesquels, en fait, effectivement, la 5G a une promesse extrêmement importante. Donc, cette deuxième étape de 2022-2023, des temps de latence extrêmement faibles, donc ça nécessite des investissements importants côté opérateur pour remettre à jour les cœurs de réseau. Et donc la troisième étape, c'est effectivement le fait de bénéficier de ces nouvelles fréquences, qui vont être effectivement là complètement, on va dire, plutôt dédiées à l'Internet des objets aujourd'hui, parce que en termes d'usage grand public, je pense que aujourd'hui on ne voit pas encore
de services ou d'usages qui vont bénéficier au grand public. On voit clairement que l'IoT est très demandeuse effectivement de cette évolution de la 5G. Donc ça va arriver effectivement en 2023-2024. Aujourd'hui, c'est en tout cas la roadmap que l'on a en interne. Et effectivement, pour déployer ces fréquences, donc 26 GHz, où là, effectivement, ça va nous permettre effectivement de gérer un débit extrêmement important, de nombreux objets ou de nombreuses connectivités sur nos antennes, et effectivement une autre fonctionnalité qui sera extrêmement importante, c'est effectivement l'aspect de la consommation énergétique des objets, qui est un point extrêmement important aujourd'hui et qui va arriver avec cette fonctionnalité. Donc clairement, on est dans les timings qui sont effectivement mentionnés par la personne qui est présente. On est aujourd'hui, en tout cas, dans les clous par rapport à cette roadmap. Même sentiment chez Wavestone ? Effectivement, vu des clients qui observent beaucoup en fait, cette question de la rapidité du déploiement, on observe effectivement avec attention les observatoires, les tableaux observatoires de l'ARCEP. En fait, on voit effectivement un déploiement qui commence très rapidement. En fait, je pense que effectivement les opérateurs vont être en avance en fait sur les premiers jalons. Il y avait le jalon de 8000 en 2024 et puis ensuite 10 500 sites en 2025. Pour avoir un ordre de grandeur, 10 500 sites, ça n'est que la moitié en fait du nombre de sites qu'ont les opérateurs en 4G actuellement en fait, pour un petit peu relativiser. En complément, du coup, c'est quand même un déploiement qui se fait beaucoup sur les centres urbains, donc ça va répondre effectivement à certaines verticales comme la Smart City en fait. Par contre, il va y avoir d'autres pôles en fait, sur lesquels on va attendre du déploiement, les centres industriels et puis aussi les axes, en fait, les axes routiers. On parle beaucoup de véhicules autonomes, mais aussi du véhicule connecté, hein, notamment les bus en fait, ont besoin de cette connectivité pour fournir de l'Internet à bord et des tas de services. Et les industries en fait, vont aussi demander ça. Pour ça, en fait, l'ARCEP a mis en place aussi certaines règles. Donc la couverture des axes routiers, normalement, devra être des autoroutes, ce sera pour 2025. Puis il y a une autre échéance ensuite pour le réseau un petit peu secondaire. Et aussi, les opérateurs devront répondre aussi à des demandes raisonnées des acteurs industriels, en fait, pour couvrir leur site, en fait, afin d'apporter en fait, ces nouveaux services qu'on a évoqués, et notamment les services effectivement qui vont arriver avec le cœur 5G, qui sont très attendus des entreprises pour avoir des vraies offres entreprises 5G, avec de la garantie de qualité de service basée sur le network slicing ou avec des capacités de traitement basées sur le mobile edge computing. Donc, qui dit service dit business. Et avant de parler de business, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je vous demande de les préparer. Comme ça, juste après le business, vous pouvez poser des questions. Juste sur le timing, je voudrais aussi évoquer quelque chose d'important. C'est que dans les années 2024-2025, la 2G et la 3G sera vraisemblablement éteinte par les opérateurs en Europe. Donc si vous déployez un service IoT aujourd'hui, pensez future-proof, c'est-à-dire déployer aujourd'hui en 4G, voire 5G, pour ne pas souffrir d'une fermeture des réseaux 2G, 3G qui va être imminente. Elle est déjà annoncée aux États-Unis et en Europe, ça va venir très vite. Effectivement, bon conseil. Côté business, Pierre, est-ce qu'on peut avoir des chiffres ? Qu'est-ce que ça représente ? En tant que consultant, effectivement, je peux amener quelques chiffres. On parle d'un marché sur la partie infrastructure de 5G qui est de l'ordre de 20 milliards. Si on parle des équipements, on est certainement dans l'ordre d'un facteur encore 5, en fait, d'entre 100 et 200 milliards. Et à horizon, en fait, 5 ans, c'est un marché qui pourrait être multiplié par 5, en fait. Donc, c'est des chiffres de croissance qui sont très importants. Mais je pense que le plus important, surtout pour les entreprises utilisatrices, ça va être la valeur ajoutée qu'on va pouvoir monter sur ces réseaux avec des offres qui vont amener en fait d'autres acteurs, des opérateurs qui vont être des opérateurs intégrateurs, parce que les cas d'usage ne sont pas liés uniquement aux infrastructures
ou au device, mais aussi à d'autres technologies, des technologies comme on a parlé des drones, des robots, de la réalité augmentée, de l'intelligence artificielle, qu'il va falloir composer en fait pour apporter du service final et résoudre en fait les cas d'usage qui sont attendus au sein des entreprises. Très bien. Une vision business chez Obgenius ? Oui, bah effectivement, comme disait Pierre, les opérateurs et Obgenius va effectivement, avec l'arrivée de cette 5G, on a parlé des fonctionnalités technologiques qui allaient arriver, le edge computing, donc la qualité de service un petit peu différenciée. Nous, c'est clair que globalement, cette 5G, on va devoir un peu révolutionner nos offres, parce qu'effectivement, des entreprises vont nous demander des offres personnalisées par rapport à des niveaux de qualité de service qu'auparavant on ne pouvait pas forcément personnaliser ou customiser en fonction des besoins. Donc là, effectivement, on va devoir un petit peu réinventer notre modèle en tant qu'opérateur pour proposer, je dirais, des approches business très métiers, use case, des niveaux de qualité de service et de la tarification globalement en fonction du niveau de service, de temps de latence, ce qui est aujourd'hui pas forcément une approche que l'on a, parce qu'aujourd'hui le réseau c'est du partage de ressources, et donc c'est globalement des choses qui sont assez standardisées, on va dire. La 5G va nous permettre vraiment de customiser au plus les offres, et donc on peut imaginer que globalement avec l'arrivée de cette 5G IoT, on va dire spécifique IoT, on puisse vraiment aller dans la customisation d'offres pour nos clients. On peut dire qu'une offre vraiment spécifique pour le véhicule autonome, qui lui va demander à la fois du temps de latence, de la qualité de service et peut-être potentiellement du haut débit pour, on va dire, écouter son Spotify ou faire du Netflix dans sa voiture. Et pour les robots, c'est peut-être que du temps de latence. La criticité, elle est peut-être moindre. Donc voilà, on va pouvoir effectivement, je dirais, différencier nos offres et créer de nouvelles offres pour ce marché. Donc clairement, la 5G, de ce point de vue-là, va révolutionner un peu notre métier. Très bien. Des questions sur ces thèmes-là ? Oui, une question sur son tour de... On vous passe le micro, c'est important pour le streaming, notamment pour que les gens en streaming vous entendent bien. N'hésitez pas à vous présenter. Merci, bonjour. Sébastien Ferragne, je travaille pour une société d'intégration automatisme et robotique dans la région Rhône-Alpes. La 5G est forcément quelque chose qu'on perçoit et dont on est en veille. Nous, on est près du terrain, donc on ne le voit pas forcément pour tout de suite. Je l'associe forcément à la connectivité et à la mobilité. La mobilité, je vais la dire, il y aura celle sur le domaine public, donc vous avez beaucoup parlé, les voitures, ainsi de suite. Dans le domaine privé, que je vais séparer entre indoor et outdoor, nous, on travaille beaucoup pour les PME en indoor. Est-ce que je dois me préparer à ce que la 5G vienne impacter et concurrencer le Wi-Fi ? Vous parliez de robots tout à l'heure. Si je mets en 5G mes robots dans l'usine, je vais devoir payer un abonnement, ainsi de suite. Je ne vais pas pouvoir mettre mon antenne à moi. J'ai du mal à percevoir pour le moment avec mes retours terrain que la 5G vienne impacter ce marché-là. Et j'aimerais avoir votre point de vue. Est-ce qu'il y a des zones d'ombre que je n'ai pas vues ? Guillaume ? Alors, au niveau purement technique, la 5G est meilleure que le Wi-Fi. Je vais me faire des amis là. Donc il y a beaucoup de gens qui souffrent de problèmes de connectivité avec du Wi-Fi dans des environnements industriels ou dans des environnements un peu difficiles, genre des mines, etc. Et espèrent que la 5G ou le monde cellulaire, grâce à une qualité de service inhérente, va résoudre pas mal de problèmes. Alors après, du point de vue économique, 5G, ça veut dire potentiellement achat de licence, déploiement sur un spectre licencié, etc. Et il y a des moyens aujourd'hui qui permettront ce type de déploiement. Donc il y a la notion de réseau privé, où un vertical peut acheter une licence dédiée pour lui, et l'ARCEP commence à bouger dans ce sens-là, à offrir des licences sur des zones géographiques limitées à des tarifs raisonnables, on va dire. En Allemagne, ça existe depuis quelques années maintenant. Le 3,5 giga a été alloué par exemple à des Bosch ou des Audi pour déployer sur leur site de production des réseaux cellulaires. Donc c'est un mouvement, aux États-Unis, il y a le CBRS qui est un système de licence aussi de ce type-là. Donc c'est un mouvement, si vous regardez dans l'avenir, c'est vraisemblablement ce qui va se passer, la possibilité que chaque verticale ou une PME puisse déployer son propre réseau. Alors,
en étant opérateur soi-même ou en dédiant l'opération de ces réseaux-là aux vrais opérateurs traditionnels avec le mode slicing qui peuvent offrir, grâce au slice, sur une zone géographique donnée, le réseau dédié avec les qualités de service comme on l'a mentionné précédemment. Donc, la 5G apporte des nouveaux modèles en fait, d'opération qui permettront potentiellement de remplacer le Wi-Fi, de le remplacer de façon, je dirais, avec de la qualité supérieure. Autre question ? Ah, une question sur le bas de la salle. Merci. Olivier Caron, Société Infineon. Je suis responsable du marketing pour la partie cellulaire IoT. Aujourd'hui, quand on rencontre des clients, ils sont relativement satisfaits des performances 2G, 3G de leurs produits, et notamment des accords de roaming quand ils construisent des produits qui vont devoir opérer dans différents pays. Donc là, j'entends que des solutions sont en train de se mettre en place sur la 5G de manière locale. Une intégration système va fonctionner très bien. On est aussi alerté sur l'arrêt de la 2G et 3G qui va être progressif ou assez brutal en 2023-2024. Quand est-ce que vous pensez que les accords de roaming LTE-M, NB-IoT arriveront à une maturité suffisante pour que nos clients puissent passer de la 2G, 3G à du LTE-M, NB-IoT qui aussi fait partie de la 5G. Donc là, on est dans une phase de transition qui est assez compliquée. Les clients doivent mettre en place des produits maintenant qui font 2G, 3G, LTE-M, NB-IoT sans forcément savoir quand ça va couper et s'ils auront le même niveau de performance et d'interopérabilité. Une réponse de Genius. Effectivement, vos clients ou vos partenaires ont des questions et c'est légitime. C'est vrai qu'on commence à parler d'arrêt de 2G, 3G, et effectivement, les technologies LTE-M, NB-IoT arrivent. Tous les pays n'ont pas fait les choix sur LTE-M, NB-IoT de façon homogène. Donc ce qui est clair, c'est qu'en tant qu'opérateur, nous, on travaille déjà sur ces accords de roaming, sur la 4G, le LTE-M, le fait que les fonctionnalités de network slicing ou de QoS spécifiques soient, on va dire, transportables avec nos accords de roaming, c'est-à-dire que l'objet qui va en France, il bénéficie d'une QoS, il puisse en bénéficier en Allemagne, malgré qu'il soit en roaming. Donc tout ça, c'est aussi le métier de l'opérateur. De travailler sur ce métier IoT spécifiquement, parce que là, c'est pas du grand public. Donc là, nos équipes, aujourd'hui, sont de plus en plus focusées sur ce business IoT pour avoir, en fait, des accords liés aux fonctionnalités de ces réseaux IoT. Et donc, voilà, mais clairement, c'est un sujet qui nous préoccupe, je dirais, quotidiennement, chez nous, opérateurs. Effectivement, pour aider nos clients qui ont effectivement des objets en 2G et qui vont, dans certains pays, devoir switcher sur une nouvelle technologie. Donc on les accompagne, on leur dit effectivement, en Suisse notamment, il faut passer sur une technologie plutôt 4G qui est, elle, beaucoup plus pérenne. Alors quand vous dites 2023-2024, pour la France, aujourd'hui, on n'est pas sur cette échelle de temps-là. On est beaucoup plus loin, en tout cas, il n'y a rien d'officiel aujourd'hui. Mais c'est clair que vous avez raison, il faut, en tant qu'industriel, prévoir le fait que ces technologies vont, à un moment, s'éteindre et qu'il faut effectivement passer sur des technologies 4G, voire 5G. Tu voulais compléter, Eric ? Oui, compléter avec un élément sur l'aspect roaming qui est important à considérer aussi, c'est que les SATCOM s'intéressent beaucoup à l'IoT et on a aujourd'hui des solutions de communication d'IoT par satellite et le déploiement de constellations de satellites se fait de façon importante et tout à fait factuelle. C'est pas de la science-fiction. Et il y a des sociétés, alors on pense beaucoup aux États-Unis quand on parle de ça, mais il y a aussi des sociétés européennes qui se sont positionnées, françaises, sur ce marché. Et aujourd'hui, on est capable de faire des composants qui ont des niveaux de consommation, des niveaux de prix comparables à n'importe quel composant qu'on utilise aujourd'hui dans un réseau IoT. Et les solutions sont en cours de déploiement, bientôt disponibles.
et évidemment, à travers des communications par satellite, vont s'affranchir de certaines règles ou de certaines contraintes liées aux frontières ou aux réseaux locaux. Donc voilà, il reste l'uniformisation des bandes de fréquences, mais ça c'est relativement maîtrisé. Maintenant, les solutions, les composants commencent à être disponibles, et je pense qu'avec l'extinction de la 2G, la 3G, on peut tout à fait imaginer basculer sur une communication par satellite, en complément des liens terrestres, évidemment. Peut-être 2 sujets pour finir, ou une question, allez-y. Question centre. Philippe Nolot, Autoliv, sécurité automobile. On a des usines partout dans le monde. Vous avez répondu partiellement. Je suppose que la 5G va être mise en place partout au fur et à mesure et en même temps. La France, bon, c'est 2025, un peu plus, ça sera partout pareil, j'imagine. Oui ? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Sinon, j'avais une question sur... on a actuellement des objets IoT qui communiquent en Bluetooth Low Energy. La problématique se pose si on a des batteries ou du harvesting. Qu'est-ce qui va se passer avec la 5G sur ces objets ? Est-ce que ça va consommer plus ? Est-ce qu'on aura les mêmes capacités de travailler en basse énergie ? Guillaume, côté énergie, consommation des composants. Le problème de la 5G, c'est que ça fait tout en fait. Ça fait du plus petit objet au plus gros. Et on ne peut pas dire que la consommation énergétique d'un modem qui fait du gigabit sera la même que la consommation énergétique d'un modem qui envoie un message par jour de quelques bytes. Donc l'intérêt de cette technologie 5G, c'est que du point de vue du réseau et des services, une seule solution peut répondre à tout, encore une fois, grâce au slicing, la différenciation de services, etc. En revanche, du côté de l'objet, du côté du modem objet, il y aura, et il y a déjà, on va dire, des modems optimisés par chaque type d'usage. Donc le modem qui fera un message de quelques bytes tous les jours aura une consommation énergétique inférieure potentiellement à celle de la 2G et de type du BLE, si on considère des ranges, enfin des distances de communication pas trop importantes. Donc là, c'est des consommations, je dirais, quasiment équivalentes. En revanche, votre modem qui fera du gigabit, il va consommer un peu plus. Donc il n'y a pas de miracle en fait là-dedans. Mais du point de vue du terminal, par exemple, nous, Séquence, on a des chipsets et des modules qui sont optimisés par, je dirais, grande catégorie de services. Un chipset 4M pour vraiment les bas débits, un chipset catégorie 1 pour des débits, je dirais, intermédiaires, et un chipset high-end 5G qui fera du gigabit. Voilà, donc c'est un élément de réponse. Très bien. On approche de la fin de la table ronde. Un dernier mot de Eric, peut-être, sur les perspectives. Où en est la recherche ? Qu'est-ce qu'elle propose ? Qu'est-ce que vous investiguez aujourd'hui ? Alors, juste avant, je mentionnais le satellite. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas intégré dans la 5G, mais c'est un élément qui va venir. Et puis là, on parlera plutôt de la 6G. Mais au niveau de la recherche, aujourd'hui, on voit beaucoup de solutions. Depuis 2-3 ans, ça s'est vraiment accéléré. Je parlais des bandes millimétriques. On voit qu'aujourd'hui, les bandes millimétriques, c'est déployé. D'abord le 26 Go, le 39, le 60 Go, qui est une bande ISM, donc sans licence, pour lequel il commence à y avoir quelques applications. Donc ça, c'est un des éléments intéressants, c'est que la montée en fréquence ne s'accompagne pas forcément d'une complexité accrue ou d'une consommation accrue ou d'un coût plus important. C'est simplement le volume de ce qu'on va fabriquer, de ce qu'on va déployer qui va faire que ce sera plus ou moins cher. Ensuite, c'est des solutions qui permettent d'avoir beaucoup plus de capacité en termes de communication, qui peuvent adresser plus de points en même temps et qui, peut-être par un facteur d'échelle intéressant, vont permettre de réduire la consommation globale de cette connectivité. On annonce toujours des milliards de points connectés tous les ans. C'est vrai qu'au niveau énergétique, ça peut paraître insoutenable, mais il existe des solutions qui vont permettre d'aller vers ça. Ensuite, on voit aussi que la recherche a permis d'avancer sur certains types de protocoles ou de couches physiques. Je continue les citations. On peut parler d'ultra-wideband. Aujourd'hui, l'ultra-wideband est dans certains téléphones portables.
Bon, il y a 10 ans, ça n'avait rien d'évident, même si des gens s'étaient déjà placés sur ce marché-là. Ça peut apporter quelque chose en termes de communication. Alors, l'ultra-wideband n'est pas intégré dans la 5G. Là encore, on parle de la génération prochaine, qui sera sûrement une génération, la 6G, où on va agréger, fédérer différents types de communication pour avoir quelque chose d'encore plus flexible, de plus transparent pour l'utilisateur. Mais puisqu'on parlait des solutions recherche, pour moi, important de voir qu'au niveau composant, on a fait beaucoup de progrès et aujourd'hui, on peut fournir des solutions dans des technologies qui sont peu coûteuses et disponibles facilement. Et qu'ensuite, grâce à des déploiements qui commencent, on voit l'intérêt que ça peut apporter, notamment dans l'industrie. Je pense que c'est là le point essentiel de ces technologies, ce que ça peut apporter dans l'industrie en termes de capacité, en termes de latence. Et alors, quand on parle latence, c'est la réactivité, les véhicules autonomes, les robots, les machines qu'on peut piloter à distance. Alors, les Japonais sont très forts là-dedans. Ça fait longtemps qu'ils ont démontré, grâce à la 5G, pouvoir piloter une machine, voire 3 machines avec un seul opérateur. Le Japon présente un problème de démographie qui font que c'est un sujet qui, pour eux, est très important. Chez nous, la vision est peut-être différente, mais pouvoir piloter des engins de chantier, des grues ou des machines avec un opérateur distant, ça peut aussi être un moyen de relocaliser un certain nombre d'industries. Alors, je ne suis pas spécialiste du domaine, donc je ne vais pas me lancer dans ce débat, mais les solutions commencent à être disponibles sur le marché. Alors, en termes de recherche, que ce soit les antennes, que ce soit les processeurs ou les couches RF, les choses sont disponibles à des niveaux de consommation et de coûts qui sont tout à fait acceptables, probablement. Très bien. Merci pour cette perspective. Pour conclure, on va faire dans le sens inverse. Stéphane, un mot de conclusion, une anecdote, un succès, un échec Un succès, forcément. Effectivement, nous, on pense clairement que le futur de la 5G, c'est l'IoT. Clairement, moi, pour être allé aux États-Unis et être monté dans un véhicule autonome et avoir découvert ça, je pense que ça va vraiment révolutionner, on va dire, nos vies. Et là, on va se voir concrètement ce qu'est l'Internet des objets et en quoi, dans notre vie quotidienne, ce que ça apporte. On pourra le toucher et le vivre. Exactement. Eric, exactement. un mot de conclusion ? Oui, tout à fait. Pour aller dans ce sens-là, effectivement, notamment dans le terme de la mobilité, du transport, avoir des navettes qui sont plus souples, plus flexibles, plus rapides, c'est super intéressant. Et ça, on pourra le faire qu'avec une connectivité accrue. Donc, en termes d'anecdotes, donc c'est vrai qu'on a beaucoup tapé sur la 5G, on va dire d'un point de vue sociétal, consommation, inutilité, capacité pour en faire quoi. D'accord, mais dans l'industrie, je pense que des gens qu'on entendait il y a un an dire à quoi ça sert d'avoir 100 gigabits par seconde pour regarder des films dans des ascenseurs, bon bref, on va pas revenir là-dessus. Mais ça, c'est une chose. Quand on commence à déployer, à regarder, à développer un système, on se rend compte qu'il peut y avoir un vrai gain. Enfin, là, je parle aux gens de l'industrie, aux services, aux professionnels. En dehors de l'aspect purement public, sociétal, d'un point de vue économique et industriel, on voit des choses vraiment intéressantes. Très bien. Pierre, un mot de conclusion ? Votre conclusion, peut-être effectivement sur cet aspect technologie responsable, en fait, ce qu'on voit nous dans les entreprises, c'est effectivement des cas d'usage qui tiennent compte en fait de cet engagement-là, en fait, des cas d'usage qui vont être tournés vers effectivement notamment la transition écologique ou la transition énergétique et qui vont être vraiment avoir un effet bénéfique et positif en fait sur l'environnement. Je pense que c'est au cœur en fait des préoccupations des utilisateurs finaux en fait de ces technologies. Allez, et le mot de la fin ? 45 minutes, c'était très court. Donc, si vous voulez continuer la discussion, je pense qu'on sera tous en bas sur nos stands ou dans les couloirs pour être avec plaisir prolonger cette discussion. C'était effectivement ma conclusion. Donc, les conférenciers sont à votre disposition et on est tous à votre disposition, que ce soit maintenant ou sur les stands en bas. Merci beaucoup et bonne journée.